Pour quelles raisons des chats de la MRC d'Abitibi font-ils réagir et quelle est la réelle ampleur des coupures dans le monde de l'éducation? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On débute le bulletin avec une histoire bien particulière. Plusieurs chats ont été retrouvés abandonnés hier soir dans les alentours de Saint-Marc-de-Figuerie. Les chatons ont été rapatriés au refuge Le Cœur sur quatre pattes. Un reportage d'Alexis Dumont. Vous les avez probablement vus passer sur les réseaux sociaux, ces images et vidéos d'une vingtaine de chats abandonnés, laissés dehors au grand froid sur le chemin Québec-Lithium entre Barrault et La Corne. Ça fait près de 2 semaines déjà que les chats sont dans le bois là, à souffrir du froid, de la malnutrition. Donc, on a des bénévoles, plein de gens sur place qui mettent des abris, de la nourriture, qui essaient de les attraper pour les ramener au refuge pour qu'on puisse en prendre soin, s'en occuper, les sauver de là, les pauvres chatons là, qui sont plusieurs en très mauvais état. C'est le refuge Le Cœur sur quatre pattes, déjà en pleine capacité depuis quelques mois, qui doit composer avec l'arrivée de tous ces chatons une charge supplémentaire qui dépasse la capacité maximale des installations. C'est très difficile parce qu'effectivement, on était déjà à pleine capacité. Donc, comme on dit, on agrandit par l'intérieur. On se débrouille du mieux qu'on peut. On fait de la place. On met des chats à 2 par cage. On les met ensemble. Plusieurs qui viennent de la même endroit. Donc, en les mettant à 2, ça lui permet de se réchauffer aussi parce que plusieurs étaient en hypothermie très sévère. Et ces chats sont loin d'être les seuls abandons depuis le début de l'hiver. On a eu une grosse saisie là, cette semaine qui a rempli encore plus le refuge, des abandons dans des boîtes en carton sur le bord de la porte. Fait cette semaine, là, on parle d'une quarantaine de chats qui ont retonti en l'espace de 7 jours environ. Fait que ça a été vraiment difficile. On souhaite là, que ce soit terminé pour cette portion-là, mais on manque vraiment, vraiment d'espace. Donc, on ne sait plus où les mettre. Puis on travaille fort. Parmi la vingtaine de chats laissés à eux-mêmes, au moins un d'entre eux serait encore dans la nature, selon la directrice du refuge. La bonne nouvelle, cependant, est que 4 de ces chatons se sont déjà trouvés de nouvelles familles. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Amos. En éducation maintenant, la Fédération du personnel de soutien scolaire affiliée à la Centrale des syndicats du Québec dénonce des compressions budgétaires massives dans le milieu de l'éducation au Québec. Les détails avec Félix Blaquière. Par le biais d'une demande d'accès à l'information, la CSQ a pris la pleine mesure de coupures en éducation par le gouvernement québécois depuis le mois de juillet de l'an dernier. L'organisation révèle qu'en Abitibi-Témiscamingue, c'est environ 10 350 000 $ qui auraient été coupés au centre de services scolaires par le gouvernement, principalement pour le maintien des bâtiments et des rénovations mineures. Du côté de l'Abitibi, ne fait pas exception, mais il y a d'autres régions où certaines écoles sont vétustes, ont besoin de rénovation. Là, on met tout sur la glace, on empêche tout autre projet. La CSQ estime que Québec prévoit, à terme, imposer des resserrements budgétaires à la hauteur de 1,6 milliard de dollars en éducation à l'échelle de la province. Donc, c'est énormément d'argent qui vont affecter, entre autres, le service direct à l'élève, même si M. Legault nous confirme que ça ne touchera pas le service direct à l'élève, mais c'est certain que ça va finir par y toucher. Le président de l'organisation syndicale clame haut et fort que la province est la proie d'une rigidité financière qui ne dit pas son nom. C'est exactement comme à l'époque de l'austérité, c'est exactement comme à l'époque des libéraux qui avaient coupé 1,4 milliard. Je vous tiens juste à vous rappeler que ça nous a pris quand même 15 ans pour revenir à un équilibre dans tout ça. Le cabinet du ministre québécois de l'Éducation a déclaré pour sa part être le gouvernement qui investit le plus en éducation, mais qu'il doit respecter les budgets et que c'est aux centres de services scolaires de faire leurs propres choix. Le gouvernement stipule toutefois que le service à l'élève doit demeurer intact. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or.
Parlons justice. L'ouverture lundi du procès très attendu de James Testa devant la juge Manon Lapointe à Rwanda nous fait nous interroger sur plusieurs aspects de l'appareil judiciaire, notamment pourquoi certains procès se déroulent devant un juge seul et d'autres devant un jury. Pour répondre à mes questions, j'ai bien évidemment avec moi en studio notre collaborateur judiciaire, Maître Pascal Jolicoeur, avocat criminaliste chez Clich Avocat. Pascal, bonsoir. Bonsoir. Bon, Pascal, je te repose la question. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un accusé soit jugé devant un juge seul ou devant un jury? Il y a différents facteurs, entre autres le type d'accusation. Donc, le ministère public peut porter des accusations qui sont par voie sommaire, qui vont être exclusivement devant un juge de la Cour provinciale, ici un juge de la Cour du Québec. Et si le procureur de la Couronne décide de porter des accusations qui sont paracriminelles, il y a certaines infractions qui sont optionnables, donc que l'accusé peut, c'est l'accusé qui décide, peut opter, choisir d'aller devant un juge de la Cour supérieure avec un jury à ce moment-là. Et qu'est-ce qui détermine qu'une personne, un accusé, peut décider d'être jugé devant un juge ou un jury? C'est quoi les situations? Bien, il y a plusieurs facteurs. Il y a des infractions qui sont exclusivement devant un juge et jury, entre autres comme en matière de meurtre, là, qui peuvent être exceptionnellement devant un juge seul à la Cour supérieure, mais généralement, c'est des infractions qui sont devant un juge et jury. Pour les autres qui sont optionnables, ça va dépendre. Souvent, c'est une question de stratégie, là, tout dépendant du type de dossier, des accusations, là, qui peut être plus favorable. L'accusé peut déterminer que c'est plus favorable d'aller devant un jury, là, que devant un juge seul. Ouais. Et les crimes en matière sexuelle, est-ce que c'est aussi optionnable, quelque chose? Oui, il y en a, oui, tout dépendant de l'accusation, tout dépendant de la nature du crime, de l'accusation, de la période de temps, là, également. Ils vont être optionnables, là, qui pourraient terminer, ou pas pour terminer, mais se procéder devant un juge et jury. Ouais. Et concrètement, qu'est-ce que ça change pour l'accusé ou la victime, le choix pris par la justice? Bien, évidemment que de procéder devant un jury, c'est beaucoup plus demandant, parce que le jury va traiter des questions de fait. Donc, il y a beaucoup de requêtes préliminaires ou des conférences préparatoires d'avance qui sont gérées avec le juge pour préparer l'audition avant de présenter les faits devant le jury. Donc, c'est des procès qui sont généralement plus longs, qui sont beaucoup plus demandants. Et pour les plaignants, victimes, c'est un peu dur de savoir comment est-ce qu'eux vont vivre ça, mais évidemment, de raconter ton histoire, c'est toujours difficile, toujours traumatisant pour un plaignant ou une victime de le faire. Donc, je me dis que devant une personne, devant un juge seul ou devant un jury, il y a peut-être un aspect beaucoup plus intimidant devant un jury là, à ce moment-là. Et tu le dis, mais un procès devant un jury, il y a une plus grande mobilisation de ressources là, pour le système judiciaire. Là. Oui, évidemment. Il faut choisir le jury, il faut faire l'appel pour le jury. Juste la gestion des salles, la sécurité, c'est des dossiers qui sont beaucoup plus exigeants pour l'appareil de justice, ça c'est clair. Là. Bon, bien Pascal, merci encore pour tes mots cette semaine. Je rappelle que tu es avocat criminaliste chez Clich Avocat Val-d'Or. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et au culturel, le poète David Goudreau est en spectacle dans la région cette semaine. Après avoir connu un grand succès avec son premier spectacle, il revient avec En marge du texte, une performance scénique qui mélange humour, la poésie et le jazz. Il présente ses propres textes, mais aussi des extraits de littérature très connus. Il commence sa tournée régionale ce soir à Val-d'Or et il se rendra à Amos, Lasserre et Rouyn-Noranda au courant de la semaine. Et au sport, en novembre dernier, la NCAA a changé sa réglementation pour permettre aux joueurs de la LHJMQ admissibles à joindre éventuellement son circuit. Et depuis, 35 joueurs se sont greffés à la Ligue de hockey junior Maritime Québec, ce qui a permis à 17 des 18 équipes d'accueillir de nouveaux joueurs. C'est le cas de Lucas Veilleux et d'Eliott Duguay qui évoluent tous deux avec les Huskies de Rouyn-Noranda. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, on prévoit de la neige intermittente avec des minimums de moins 17 degrés Celsius pour tous les secteurs. Pour la journée de demain, c'est de la faible neige qui devrait cesser en après-midi. Les maximums seront entre moins 12 degrés Celsius et moins 13 degrés Celsius. Et finalement, en aperçu pour vendredi, on prévoit une alternance de soleil et de nuages avec des maximums de moins 8 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit bien évidemment à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.